C'est parti. OK, bonjour à tous, bienvenue, sur cette visioconférence avec Navigacom, animée par Pauline Bouton et Catherine Lucas et Camilla Marquim. Je vais leur laisser tout de suite, la parole. Juste, vous indiquer comme, nous le faisons à chaque fois pour ces rendez-vous, vous verrez dans le chat l'adresse pour participer au sondage que j'ouvrirai vers 13h. N'hésitez pas, non, même que je vais ouvrir très vite, mais vers 13h, je l'animerai un peu plus. N'hésitez pas à le remplir. Pour nous, ça nous permet juste de, voilà, d'avoir un petit retour. Par ailleurs, comme à l'accoutumée aussi, n'hésitez pas à poser vos questions plus tôt dans le Q&A que dans le chat. Le chat, on le réserve plutôt aux problèmes techniques. Voilà. Et je laisse immédiatement la parole à nos conférencières. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je dois partager mon écran et vous devriez pouvoir le voir. Nous aussi, on a prévu des questions et un peu d'interaction pour que ce soit plus sympa. Donc, je vous invite à copier le lien pour pouvoir participer pleinement à notre expérience. Je ne sais pas quand ce sera le cas. Je vais laisser afficher encore quelques secondes et puis après, je vais enlever l'affichage du grand QR code pour commencer avec la vraie présentation. Voilà, j'ai quitté. Après, si d'autres arrivent en cours de route et qu'il y a des questions qui se posent dans le chat, là, on retrouve, donc c'est sur Klaxoon, l'appli, et là, on retrouve le code pour accéder à notre meeting. Donc, pour commencer, on va se présenter. Moi, je suis Pauline Bouton. Je suis diplômée de Télécom Sud Paris de l'année 2019. Et donc là, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille chez Navigacom en tant que consultante. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Catherine Lucas. Donc, Catherine Lucas, donc moi je suis effectivement diplômée depuis 86, donc j'ai arrêté de compter, hein, c'est mieux comme ça. Donc j'ai créé Navigacom il y a maintenant un peu plus de 21 ans. Et donc Pauline va vous raconter son expérience de consultante. Mais voilà, notre société effectivement est une société de conseil dans les infrastructures des systèmes d'information et nous travaillons pour beaucoup de très grandes entreprises puisque nous travaillons notamment pour 70% des entreprises du CAC 40. Alors pour que ce soit parlant et que ce soit intéressant, l'idée aujourd'hui, c'est que en fait, je vous présente la première mission qui m'a été confiée quand je suis arrivée, après une petite semaine. Et donc cette mission-là, en l'occurrence, c'était la réalisation d'une analyse de marché qu'on appelle aussi benchmark sur le cloud public pour un client du secteur de l'énergie que je ne citerai pas. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, pour que ce soit plus simple, en fait, le client s'est donné pour objectif de se développer dans le cloud public, de développer plus d'architecture dans le cloud public, et c'est-à-dire moins d'architecture traditionnelle. Euh, et donc ça, dans le but d'avoir des services plus innovants pour ces métiers, un développement plus rapide, enfin voilà, tout ce qu'on peut porter au cloud public. Et pour faire ça, le client a mis en place un projet cloud, donc spécifiquement dédié pour accompagner les DSI métiers dans la structuration et l'industrialisation de ces déploiements. Pour faire un petit rappel, donc en fait, le cloud public, c'est un service qu'on contractualise auprès, donc en fait, en Europe, on en connaît 3 gros, donc c'est Microsoft, Amazon et Google. Et, et donc, en général, on met ça en opposition, en complémentarité avec des architectures plus traditionnelles où en fait, c'est le client qui achète toutes ses infras, qui manage sa salle informatique avec ses serveurs, ses switches, etc. Et donc, spécifiquement, la mission, elle portait sur 3 grands aspects. Donc, tout d'abord, c'était le conseiller dans les grands services et les grands usages qu'il faut
déployer pour parvenir à ces objectifs d'agilité. Ensuite, c'était tout ce qui est modèle organisationnel et offre de services. Donc, c'est-à-dire comment organiser ces DSI pour parvenir à ces objectifs. Et enfin, un aspect dédié plutôt sécurité et classification des données parce qu'en général, il y a une réticence au cloud public. On se dit que tout le monde va avoir accès à ces données et l'aspect sécurité est important également. Donc là, j'ai parlé des DSI métiers. En fait, en général, dans les grands groupes, on a une DSI centrale qui va contractualiser, développer des services et des architectures. Et après, les DSI métiers vont aller les utiliser. Donc, les DSI métiers, ça peut être la DSI qui s'occupe des achats, qui s'occupe de l'opérationnel. Enfin, voilà, c'est ça qu'on regroupe sous le terme de DSI métier. Hop. Le slide donc, qui récapitule les objectifs de la mission. Et donc, pour vous remettre dans mon contexte à moi, je venais d'arriver chez Navigacom et j'avais fait une spécialisation en système embarqué. Donc là, je me suis dit, oulala, infrastructure, c'est pas ma spécialité. En plus, il y a un aspect sécurité. Donc, je me suis dit que là, ça allait commencer très fort, cette expérience professionnelle. Et donc, à votre avis, comment est-ce que ça s'est passé? Alors là, j'ai prévu une petite question. Donc ça, c'est le début des interactions qu'on va avoir ensemble et pour lesquelles je vais vous demander de répondre pour que ce soit un peu plus sympa. Alors, je crois que c'est lancé. Ah oui, je vois que vous commencez à participer. Je vais attendre encore un peu. En tous les cas, ce que vous pouvez constater, c'est que Pauline a survécu. Elle est toujours là. Je n'ai pas démissionné. C'est vrai, Alerte. tu n'as pas démissionné non plus. Pratiquement tout le monde a répondu. Très mal. Alors, en fait, spoiler alerte, ça s'est bien passé. Normalement, vous pouvez revoir à nouveau ma présentation. Et aussi, donc, le métier de consultant, en général, il y a… pardon. En fait, là, ce qui s'est passé avec ce client-là, c'est que le client a commandé une mission avec un engagement de résultat. Donc là, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous savez quel type de mission on peut trouver en particulier chez Navigacom ou dans les autres cabinets de conseil? C'est pas aussi fluide que j'aurais espéré. Donc là, c'est un QCM avec des réponses exactes et des réponses fausses. Par la négative, qu'est-ce qu'on ne trouve pas chez nous? Bon, la question était facile, il me semble. On va voir, on va commenter. Excusez-moi de vous interrompre, mais je vois qu'il y a une question et peut-être les temps que vous attendez les réponses. La question, c'est quand vous parlez des cloud publics, vous voulez dire cloud privé externe? Non, mais là, Pauline va rentrer dans le détail. Alors effectivement, on observe 3 grands modèles opérationnels différents. On a les architectures traditionnelles où en fait c'est le data center privé avec les infrastructures privées du client. Et après, on parle de cloud. Et là, dans le cloud, il y a 2 grands types. Il y a les clouds. En fait, le principe du cloud, c'est qu'on mutualise les infrastructures. Donc, en fait, le cloud provider va pouvoir avoir plusieurs clients.
Et donc, on a les clouds externes privés. Par exemple, on connaît OVH, on connaît Equinix. Je ne sais pas si ce sont des providers qui vous parlent. Et là, en l'occurrence, la mission, c'était sur le cloud public. Et donc, le cloud public, c'est ces grands modèles qu'ont développé Amazon, Microsoft et Google, qui vont au-delà d'avoir des infrastructures mutualisées. En fait, on va observer des modèles de contractualisation différentes où en fait, on va juste acheter un service et derrière, tout ce qui est architecture, serveur physique, etc., ce sera opaque pour le client. Mission commando. Effectivement. Donc, alors, mission commando. Alors, est-ce qu'on en a des missions commando? Officiellement, non. Officiellement, non. Ça nous arrive. Mais c'est vrai que voilà, ça peut arriver qu'on doive travailler dans l'urgence avec un résultat pertinent qui est attendu. Donc, entre nous, voilà, c'est officiellement non, mais dans les faits, on peut en avoir. Et voilà, on voulait en profiter là avec Pauline pour vous faire une petite explication là, justement, ce qu'est une mission en régie et ce qu'est une mission forfait. Alors, Hop. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, en fait, il y avait aussi un piège dans les bonnes réponses. C'est que pour un consultant, on voit deux types de missions, ce qu'on va appeler les missions en régie, où en fait, le client va payer pour avoir quelqu'un chez lui en interne qui va en fait être engagé au niveau du temps. Il va payer pour un certain nombre de jours, pour un projet ou plusieurs projets d'ailleurs. Et les missions qu'on va appeler au forfait, où là, c'est un engagement de résultat. Donc, on s'engage sur une durée. Hein. Le client ne souhaite pas avoir son résultat d'études ou autre au bout de 2 ans. Donc, il y a quand même un engagement de durée, mais c'est un engagement qu'on appelle de résultat. Alors effectivement, je peux même peut-être compléter, vous parler un petit peu de la façon dont ce métier a évolué. Traditionnellement, en fait, donc comme le disait Pauline, la régie, ça se caractérise par en fait un accord avec le client où en fait le client achète un certain nombre de journées et donc il prend en fait un consultant à sa disposition pour effectuer un certain nombre d'activités au sein de son entreprise. Quand on achète un forfait, on achète en fait, on achète du coup l'exécution d'un projet, on achète plus précisément une équipe, le fonctionnement d'une équipe, on achète une méthodologie, on achète des résultats et tout ça lié à un planning avec une somme forfaitaire. Donc on n'est pas du tout dans le quantitatif à la journée, mais on est vraiment sur un prix global et sur un accord qui porte, et encore une fois, sur des résultats à fournir dans un temps imparti. Et traditionnellement, ce qui se passait, c'est que, bah, en fait, tout ce qui était mission en régie, couvrait plus particulièrement, alors je vais peut-être aussi vous expliquer autre chose avant de rentrer dans ce détail-là. C'est-à-dire que pour vous amener l'idée, c'est que dans une solution donnée, quand on la met en place au sein d'une entreprise, la solution, si vous voulez, en fait, elle a un cycle de vie. Alors, dans le cycle de vie de la solution, au début, on va faire ce qu'on appelle du plan, hein, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la définition de la solution qu'on va vouloir mettre en place. Donc, on fait vraiment toute cette partie planification, mais qui correspond finalement à tout ce qui est schéma directeur, architecture. Donc là, on est vraiment dans le plan. Ensuite, cette solution, une fois qu'on l'a définie, on va la construire. Donc là, on fait du build. Donc forcément, le plan et le build, pour tous les ingénieurs que nous sommes, c'est toujours la partie super sympa, super sexy d'un projet parce qu'effectivement, on va encore une fois réfléchir à la cible. On va aussi accompagner donc sa construction. Et puis, une fois que la solution est mise en place, eh bien, en fait, la solution, il faut qu'elle tourne et qu'elle délivre effectivement les différents services qu'on attend d'aller. Là, on tombe dans ce qui s'appelle le run. Donc, vous voyez que sur un cycle de vie, bah, c'est assez simple hein, pour une solution donnée, une solution technologique qu'on met en place dans une entreprise. Il y a donc la partie
build, la partie plan, la partie build et la partie run. Et là, je reviens maintenant à la définition de la régie. C'est que traditionnellement, les entreprises prenaient donc des consultants en mode régie pour faire du run, c'est-à-dire pour faire finalement l'exploitation de solutions déjà mises en place. Et traditionnellement, les entreprises donc faisaient effectivement ou prenaient, on va dire, des forfaits auprès de sociétés de conseil comme les nôtres pour faire toute la partie plan et build. Donc forcément, les sociétés de conseil que nous sommes, nous préférions bien évidemment systématiquement faire des missions forfait parce que la plupart du temps, elles correspondaient à tout ce qui était plan et build de solutions technologiques à mettre en œuvre chez les clients. Et donc ça a duré un certain nombre d'années, hein, puisque la société existe depuis 20 ans et on avait à peu près sur notre activité 80% de missions au forfait. Et donc, en fait, c'est progressivement ce modèle-là, donc en fait, change tout simplement parce que on a aussi de plus en plus les modèles agiles qui se mettent en place, dont vous avez certainement entendu parler aussi à l'école. Donc, les modèles agiles, vous savez ce que c'est pour casser quelque part ce qu'on appelle le cycle en V. C'est que traditionnellement, pour faire effectivement du plan, par exemple, par rapport à une solution technologique, donc par rapport à une réflexion, eh bien, on avait l'habitude de prendre toutes les attentes des différents clients et puis de s'enfermer dans une pièce pendant au moins 2 mois, 3 mois, 6 mois pour en fait réfléchir à la cible et puis au bout de 6 mois sortir la cible. Sauf que ce dont on se rendait compte, c'est que au bout de 6 mois, les attentes qui avaient été formulées, elles changeaient aussi parce qu'en fait, la vraie vie faisait que ceux qui avaient émis les différents besoins, les différentes attentes, vivaient d'autres choses, avaient d'autres expériences. Et une fois qu'on sortait avec la super cible bien réfléchie et tout, finalement, on se rendait compte qu'il y avait un décalage en fait avec réellement les attentes des uns et des autres au moment donné. Et donc, pour casser ces cycles en V, on a maintenant effectivement mis en place dans beaucoup d'entreprises des méthodologies de type agile où en fait on fait des très courts cycles itératifs pour toujours ajuster ce qu'attendent en fait les clients ou ce qu'attendent, on va dire, ceux qui émettent donc les besoins et le design de la solution. Et donc, pour casser ça, on a des cycles beaucoup plus courts. Et cette transformation organisationnelle qu'on a dans les différentes entreprises amène aussi à ce que les projets de plan et de build qu'on avait traditionnellement au mode forfait quand on était une société de conseil sont de plus en plus aujourd'hui achetés en mode régie, c'est-à-dire que finalement, on va chez le client, mais comme justement on est dans un mode agile et que tout ça change très vite, eh bien c'est difficile, enfin disons que on a des logiques d'itération, donc c'est difficile d'anticiper le temps exact qu'on va mettre pour designer ou pour designer la cible. Et donc, ces projets traditionnellement autour du plan et du build qui étaient en mode forfait sont de plus en plus aussi en mode régie. Mais si le métier du conseil vous intéresse, quand vous allez vous mettre sur le marché du travail, faites bien attention à bien demander si en fait les missions que vous allez faire dans les sociétés de conseil qui pourraient vous intéresser. Alors bien évidemment, on espère bien que vous taperez aussi à notre porte parce qu'on serait certainement ravis de vous accueillir. Vérifiez bien quel type de mission la société de conseil délivre. Si elle fait plutôt des missions de type plan et build, qui sont quand même beaucoup plus sympas et beaucoup plus intéressants pour les ingénieurs que nous sommes, que des missions de run. Donc ça, c'est un petit conseil que vous pouvez emporter si, encore une fois, ce métier vous intéresse et que vous avez envie de vous positionner là. Parce que beaucoup de sociétés font du conseil, disent faire du conseil et en fait, elles font beaucoup de run et c'est pas tout à fait du conseil puisqu'on n'est plus que dans l'exécution d'une solution mise en place. Voilà, c'est pas tout à fait ce métier-là et pas mal de sociétés trichent et disent qu'elles font du conseil alors qu'en fait, elles ne le font pas. Voilà, donc c'est vraiment nous, on est vraiment une société de conseil au sens, on est positionné sur beaucoup, beaucoup de projets en amont, sur la partie planification, définition de la cible et sur la partie construction. Voilà, donc j'ai fait un petit focus, mais si vous êtes là, c'est que ce métier-là vous intéresse et donc comme ça, vous comprendrez bien la petite distinction à faire. Merci Je redonne la Catherine. parole à Pauline, qui reprend le relais. Catherine, ouais. Donc là, on en était à le moment où la mission commence vraiment. Donc en fait, on a une première réunion avec le client qui est une réunion de lancement qu'on appelle aussi kick-off. Et donc ça peut paraître anodin parce que c'est une petite réunion, mais en fait, c'est la réunion qui va permettre
de mettre en place toutes les modalités et vraiment beaucoup de choses importantes pour que derrière, dans l'exécution, ça se passe bien. Donc déjà, c'est le moment de rappeler les objectifs de la mission. On parle aussi à ce moment-là de méthodologie, des façons dont on va communiquer avec le client, faire des réunions hebdomadaires, le format des livrables, par exemple. Tout ce qui est planification et décision sur les dates clés. On présente aussi les équipes qui vont travailler. Donc là, je parle de moi qui ai effectué la mission, mais en fait, j'avais un directeur de mission qui a plus de seniorité, évidemment, pour m'accompagner et voilà, répartir correctement les tâches entre nous deux. Et c'est aussi le moment de préparer les potentiels risques et la façon dont les traiter si jamais on les rencontre. Donc cette mission-là, cette réunion-là est vraiment importante. Et donc, ça pose les bases avec le client parce que c'est aussi souvent la première fois où les consultants vont rencontrer le client parce qu'en fait, avant, le client n'avait rencontré que le commerce qui vend la mission et là, c'est Et le directeur de mission. Et le directeur de mission. le directeur de mission. Ouais. Et voilà, en l'occurrence, merci Catherine, c'était la première fois que moi, je Mm. rencontrais les clients. Et donc, voilà, il y a un peu d'enjeu pour le bon déroulement par la suite. Alors, ce que je peux rajouter, moi, c'est que cette réunion de lancement, comme on l'appelle, ou la réunion de kick-off, effectivement, qui est une réunion qui dure 2 heures, hein, c'est pas très long, mais elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce que, comme l'a décrit Pauline, en fait, on va décrire toute la méthodologie et partager avec l'ensemble des clients parce que, encore une fois, dans tout ce qui est processus d'avant-vente, il y a un représentant du client. De notre côté, il y a le commerce et il y a souvent le directeur de mission. Mais dans la pratique, après, les équipes qui vont travailler, eh bien, elles ne se rencontrent qu'à ce moment-là. Donc, la première idée, c'est de partager déjà toute cette méthodologie qu'on a imaginée, et comme le dit Pauline, de aussi parler des éventuels risques qu'on pourrait rencontrer et qui pourraient nuire au bon déroulement de la mission. C'est toute la planification aussi des rendez-vous qu'il va falloir faire. Enfin, il y a donc beaucoup d'éléments, hein, on le voit un petit peu dans ce slide parce que Pauline qui a débarqué là au bout d'une semaine, donc elle arrive dans cette première réunion, 2 heures, et paf, elle se rend compte qu'il y a plein de choses à caler, plein de choses à faire. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais, cette mission, cette réunion-là est particulièrement importante parce que c'est la réunion où on est bien aligné, on s'aligne tous ensemble sur la méthodologie, on fait connaissance et on s'aligne sur la méthodologie. Et justement, quand je dis on fait connaissance, c'est aussi le moment où on embarque en fait l'ensemble de l'équipe chez le client. Parce que dans ce métier-là, finalement, on se rend compte, alors on a beaucoup de problèmes techniques à gérer, il ne faut pas croire, mais ces problèmes techniques sont toujours faciles à résoudre, enfin faciles, j'exagère. On arrive toujours à les résoudre, en clair, mais les problèmes qui sont parfois les plus compliqués sont les problèmes humains. Parce qu'on fait de la technologie dans un environnement humain et même si on arrive très facilement à résoudre les problèmes technologiques, la dimension humaine, si on s'y prend pas bien, eh bien, ça peut faire carrément, hein, on va être familier, foirer le projet, quoi, foirer la mission. Et donc là, cette réunion de lancement, elle est aussi très importante parce que l'idée, c'est d'embarquer les uns les autres, de leur faire partager cette méthodologie, mais tout simplement aussi d'y adhérer et donc aussi de la porter eux-mêmes ensuite dans l'entreprise. Donc, elle a vraiment 2 intérêts, cette réunion, c'est de cadrer tout le monde sur la façon de faire et c'est d'embarquer et de constituer une équipe client, consultant qui va bien fonctionner. Merci Catherine. Donc, à la suite de cette réunion, le travail était lancé et donc là, il fallait commencer avec le benchmark, l'analyse de marché en elle-même. Donc là, on a récolté les besoins du client, on sait ce à quoi il s'intéresse et les sujets sur lesquels il souhaite des réponses. On connaît le contexte du client. Donc là, l'idée, c'est de préparer un guide d'interview pour récolter toutes les informations dont on a besoin. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de thèmes qu'il fallait aborder lors des interviews. Dans la réalité, ça se présente plutôt sous forme d'un tableau Excel. Mais voilà, c'est pour vous dire on prépare quelque chose de très cadré pour essayer de rien oublier et à la fin d'avoir toutes les informations dont on a besoin pour faire une réponse et conseiller le client.
Donc là, par exemple, sur la partie des clouds et des services qui l'intéressent, donc on va s'intéresser aux fournisseurs, au type d'usage sur les clouds, au volume. Si les panélistes avaient déjà des infras dans le cloud public, qu'est-ce qu'elles étaient et à partir de quelles étaient les dates des premiers déploiements. On a évidemment préparé des questions sur l'aspect sécurité au niveau des services cloud, au niveau des services réseau, tout ce qui concerne le process. Et puis, il y avait une dimension de gouvernance, d'organisation des DSI. Donc là, on a parlé des nouveaux rôles qu'ont apporté le cloud public, quels accompagnements spécifiques. Enfin voilà, là, on a un bon guide d'interview qui nous prenait en moyenne 1 heure et demie par interview. Ensuite, donc là, une fois qu'on a ce guide, le but, c'est d'obtenir la participation des panélistes. Donc, en fait, avec le client, on s'engage sur un nombre d'interviews de panélistes. Et là, en l'occurrence, on avait besoin de 8 participants. Donc, oh là là, spoiler. Alors là, j'ai une question pour vous. Pour obtenir 8 participants, à votre avis, combien est-ce qu'il a fallu que j'envoie de mails, que je passe d'appels, etc., pour valider ces 8 participations? Alors, j'en profitais, Pauline, pendant ce temps-là. Je crois que c'est Quentin qui a fait une remarque rigolote là, sur l'intérêt du run. Alors, Quentin, ce que je peux juste vous dire, c'est que effectivement, ça peut être assez sympa de voir des boutons verts, etc., et d'être tranquille dans son coin et de faire voilà, des resets et autres de temps en temps. Mais très honnêtement, je pense que vous vous embêteriez très, très rapidement, en fait, parce que le run, bon, c'est bien, mais en fait, on est quand même beaucoup dans la résolution de petits problèmes qui sont très, très répétitifs, qu'on trouve pas forcément très sympas. Ça peut être justement des boulots qu'on vous propose à vous, tout jeune ingénieur, encore une fois, de sociétés dites de conseil, mais qui, en fait, à mon sens, ne font pas de conseil parce qu'effectivement, bah, vous avez été bien formés, normalement, vous avez un processeur qui fonctionne bien, si je puis dire. Donc, c'est tentant pour ces entreprises-là de vous positionner là-dessus. Ça peut être intéressant, très honnêtement, pour vous, allez, 6 mois, 12 mois, mais vous allez très vite vous embêter dans ces métiers-là. Et effectivement, la plupart du temps, les jeunes qui vont dans ce genre de société, très rapidement, ont envie de passer à autre chose parce que vous faites le tour du propriétaire très rapidement. Donc voilà, petit commentaire, au commentaire de Quentin. Et très Alors, bienvenue, comme ça nous a combien laissé voilà, combien d'énergie a-t-il fallu dépenser, Pauline, pour ce boulot-là? Moi, je sais, alors je connais. la réponse était 116. Voilà, j'ai dû faire 116 lances et relances auprès des différents des potentiels panélistes pour que 8 répondent positif. Voilà, veulent bien participer. Alors, pourquoi on a ça, en fait? Parce qu'il faut comprendre que les gens là que Pauline a démarchés, sont des gens qui sont, actifs dans leur entreprise, donc ils travaillent pour l'entreprise, X ou Y. Donc déjà, le temps qu'ils doivent passer, c'est dédié normalement à cette entreprise-là. Et puis aujourd'hui, les gens sont quand même très chargés globalement, hein. On est un peu dans une société où quand on a du travail, on en a vraiment pas mal, et quand on n'a pas de travail, on n'en a vraiment pas, quoi, hein. C'est rarement des situations intermédiaires. Et dans nos métiers, traditionnellement, les clients ont pas mal de boulot. Donc, ils sont aussi très sollicités parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs en tout genre qui veulent leur vendre tout un tas de choses. Et donc, en fait, ils sont vraiment obligés de faire très attention à leur temps et de donner du temps que sur des choses qui sont intéressantes pour eux et pour leur entreprise. Et donc, effectivement, quand on va vendre un benchmark comme a dû le faire Pauline,
Eh bien, en fait, l'idée, c'est quand même de leur dire, venez participer à ce benchmark parce que c'est une entreprise intéressante qui le fait. Donc, on n'a pas cité l'entreprise, mais c'est une très belle entreprise hein, qui est quand même connue largement de tous. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est quand même, on vend aussi la démarche finalement à ces gens qu'on va faire participer au benchmark en leur disant, voilà, donc c'est l'entreprise machin qui est quand même une entreprise très intéressante. Et puis, vous allez, vous aussi, récupérer, on va en parler après, mais vous allez aussi récupérer de l'information au travers de cette démarche. Donc, c'est intéressant pour vous, mais ça va aussi être intéressant pour votre entreprise. Et donc, le temps que vous passez pour le benchmarking de l'entreprise X, en fait, va être aussi intéressant pour votre propre entreprise. Et donc, voilà, ça nécessite sans cesse relance en tout genre parce que les gens voient pas toujours les mails. Les gens reçoivent en moyenne, je pense que les gens opérationnels, ils ont entre 200 300 mails par jour dans leur boîte. 200-300 mails. Alors si c'est pour vendre, j'ai envie de dire, des masques FFP2, ça passe vite et c'est facile à trier, mais sur 200-300 mails, il y en a bien 80 ou 100 qui sont vraiment des mails important à trier. Donc, les gens sont très, très sollicités. Et donc, là-dedans, dans les 300 mails, dans les 80 ou les 100 mails à traiter au quotidien pour la boîte, il y a le petit mail de Pauline qui tombe. Et là, soit les gens se disent, le voient pas, en se disant, non, ça, non, j'ai pas le temps. Ou soit, au bout d'un moment, Pauline relance et dit, ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai été relancée 2 fois. Ah, Navigacom, c'est vrai que je les connais. Voilà, c'est un fournisseur avec lequel on a l'habitude de travailler, une boîte de conseil avec laquelle on a l'habitude de travailler. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, un benchmark. Bon, alors, est-ce que j'ai le temps? Tiens, est-ce que le sujet m'intéresse? Ouais, le sujet intéressant. Bon, alors, je vais réfléchir. Est-ce que j'ai du temps? Ah non, moi, dans 3 semaines à venir, j'ai pas du tout de temps, mais machin dans mon équipe éventuellement pourrait participer parce que ça m'intéresse quand même qu'on ait les retours de ce benchmark. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que Pauline, de l'autre côté, elle fait 116 fois coucou, c'est moi, j'ai un benchmark super intéressant à vous proposer. Et voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est assez classique. Et c'est pas parce que les gens n'ont pas envie, mais c'est parce qu'ils sont très, très pris. Donc voilà, ça c'est le petit décryptage de quelqu'un qui pratique ça depuis longtemps, parce que moi j'en ai fait aussi des paquets bench et je sais comment ça se passe. Donc Pauline, 116 mails et appels téléphoniques en tout genre. Voilà, je vous ai mis quelques autres stats que je trouve intéressantes. Là, on peut remarquer aussi celle-là, 17 entreprises contactées pour 8 participants. Donc voilà, là, ça illustre bien ce que Catherine disait au sujet des gens qui n'ont pas le temps et puis pour lesquels c'est pas la priorité. Oui, ou le sujet ne les intéresse pas, hein, Ouais, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas le sujet du moment chez nous, c'est vachement intéressant, mais si vous aviez fait votre bench il y a 6 mois ou si vous le faisiez dans 1 an, ça serait bien, mais là je vais pas participer. Donc voilà, on l'aura relancé, on aura échangé, salué, mais malheureusement, il sera pas dans le bench, dans les panélistes. c'est ça. Et puis pour s'aider un peu pour les convaincre de la pertinence et de l'intérêt pour eux d'y participer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé une synthèse light, puisqu'évidemment, on prépare une synthèse très complète pour le client. Mais là, l'idée, c'était de faire un arbitrage et de prendre des éléments importants qu'on pouvait se permettre de partager avec les participants pour qu'au final, tout le monde soit content, que le client ait quand même plus de valeur ajoutée, mais que ceux qui ont passé 1 heure ou 2 de leur temps aient quand même un résultat. Et donc ensuite, c'était le fameux moment des interviews. Au début, les premières interviews, en général, c'est un peu bancal parce que le sujet, on ne le maîtrise pas encore très bien. On a du mal à cadrer nos questions parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en termes de réponses. Mais souvent, ça se passe bien parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils aiment bien parler de ce qu'ils font. Ils sont assez fiers du travail qu'ils font aussi. Donc, en général, ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison à partir du moment où ils ont accepté de participer. Ça ne m'a pas empêché de faire des petites gaffes. Par exemple, pour une de mes premières interviews, on avait affaire à un CTO, donc c'est quelqu'un dans la DSI qui a un poste assez important, qui a une vision plutôt stratégique. Je pense, Pauline, il faut que tu dises un peu parce qu'un CTO, pour nous, c'est vraiment Ah. habituel, mais c'est pas forcément évident là pour C'est un ceux qui nous ouais, écoutent. tu as raison, Voilà. c'est un directeur technique. Voilà, c'est un Voilà. directeur. Et Donc ça moi, peut être
Voilà, donc ça va être le directeur technique d'Air Liquide, le directeur technique d'AXA, le directeur de voilà, hein, c'est ce type de personnes-là qu'on peut trouver aussi dans ces benches. Donc Pauline arrive et elle lui pose ses questions qu'elle a bien préparées et tout, sauf que Sauf que je commence par une question un peu trop quantitative, trop terre à terre. Et donc, cette personne qui avait un statut, enfin un poste important et une vision plutôt stratégique, a hyper mal pris que je lui fasse perdre son temps. En gros, hyper j'ai. mal, non, il n'a pas raccroché tout de suite, mais tu as Non, juste dit, mais écoutez, vous me demandez le nombre de serveurs, moi, vous comprenez, c'est pas mon quotidien de compter les serveurs dans l'ensemble de l'entreprise. Ça c'est revient ça, pas à ça. j'avais mal engagé l'interview. Après, bon, ça s'est bien passé, on a eu nos réponses parce que évidemment, j'étais accompagnée de mon directeur de mission et lui, il a eu l'expérience pour recadrer et puis justifier la pertinence de ma question pour dire vous inquiétez pas, celle qui arrive derrière, elle est hyper intéressante. C'était Vous le point. savez, on ne vous demande pas, non, non, mais on ne vous demande pas précisément le nombre de serveurs, mais on essaie juste d'avoir un ordre d'idée parce que vous savez, suivant ce que vous allez nous répondre, ça va nous permettre d'ajuster la suite du questionnaire, etc. Donc voilà, ça c'est le directeur de mission qui va être là et hop, qui va rattraper quelques balles perdues, mais sachant que c'est quand même super intéressant justement que les jeunes parmi nous puissent aussi commencer directement à jouer la partie avec leurs propres raquettes et leurs propres balles. Ils ont juste effectivement les directeurs de mission à côté pour les aider aussi à, voilà, à se rattraper s'il le faut. Mais oui, c'est vrai, c'est complètement vrai qu'on nous laisse la chance de prendre nos petites billes et puis d'y aller aussi. Et puis voilà, donc je disais qu'au début, les premières interviews, c'était pas forcément très cadré. Mais après, au bout de 3-4 interviews, en fait, on comprend un peu, enfin, on comprend mieux le sujet. Et puis, on comprend l'enjeu des questions. Et puis derrière, souvent, on a déjà eu plusieurs types de réponses. Donc, on voit le, le- le périmètre. Et là, on est capable de mieux orienter l'ensemble Ouais. de l'interview. Et Ça, c'est vrai même ça se passe avec mieux. 20 ans, 30 ans d'expérience. Ça reste donc l'expérience de Pauline là, est intéressante dans la façon dont elle le décrit, mais ça reste même vrai après parce que finalement on défriche quand même un sujet. On en parlera après hein, de cette capacité aussi des consultants à chaque fois à découvrir de nouveaux sujets et à monter en compétences très vite. Et quand on fait un benchmarking, forcément au début, on a un questionnaire qu'on a fait en réfléchissant très fort, mais en n'étant pas confronté à la réalité. Et puis, quand on a fait 2-3 interviews, là, on commence réellement à comprendre ce que représente le sujet concrètement chez les uns et les autres. Et arrivé au 4e ou 5e, alors là, c'est du velours parce qu'en fait, on a suffisamment de retours d'expérience des premiers pour pouvoir avoir l'air très intelligent et bien répondre aux questions complémentaires que peuvent poser les interlocuteurs. Et ça reste vrai même avec beaucoup d'années d'expérience. Voilà. Très bien, ça me rassure. Merci Catherine. Donc voilà, là, on arrive au moment où j'ai fait toutes mes interviews et là, j'ai mon gros tableau Excel que j'avais bien préparé, mais qui est rempli dans tous les sens de plein de réponses. Voilà, ça a été anticipé, mais c'est vrai que bon, il y a un amas d'informations duquel il faut tirer des conclusions. Donc en fait, on essaye d'avoir chiffré quelques réponses pour pouvoir tirer des tendances, faire des camemberts. On aime bien faire des camemberts pour les benchmarks. Mm. Identifier des convergences, ce genre de choses. Et là, on se rend compte qu'en fait, il manquait 2-3 éléments de réponse sur les fameuses premières interviews. Donc là, je vous ai préparé une petite question. Alors, peut-être juste pour compléter, le temps que tu lances ta question, c'est aussi de dire que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier-là. Comme je le disais, on est des technologues, entre guillemets, mais on fonctionne dans un monde humain. Donc, nous, les ingénieurs, on a l'habitude de manipuler des chiffres, hein. Tout est carré, c'est des chiffres, voilà, on vérifie que que les calculs sont corrects, etc. Et là, on rentre dans la vraie vie avec des gens. Et là, les informations qu'on donne globalement ou qu'on reçoit sont des informations qui sont finalement pas toujours quantitatives, mais même souvent qualitatives. Donc, les gens décrivent tout un tas de choses et ne donnent pas toujours des chiffres précis. Et pour autant, ces informations-là sont très intéressantes. Mais c'est vrai que
ça peut être un peu déroutant pour un jeune ingénieur parce que finalement, on se retrouve avec plein d'informations, malgré tout intéressantes, mais qui sont des informations qualitatives, voilà, des informations descriptives, des informations de comparaison, pas de chiffres. Et donc là, on a un beau tableau Excel parce qu'on est quand même ingénieur et qu'on aime bien les tableaux Excel, sauf qu'au lieu de mettre des chiffres tout ronds, tout propres, tout beaux et qu'on puisse automatiser des comparaisons, et ben en fait là, l'analyse devient un petit peu plus complexe. Mais elle devient aussi plus intéressante parce que justement, on se rend compte que les chiffres tout seuls ne parlent pas et qu'avec toutes ces informations qu'on peut avoir autour, ça permet aussi d'interpréter ces chiffres-là. Voilà. Est-ce que le chiffre 20, finalement, par rapport à un contexte donné, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est une moyenne, c'est étonnant, etc. Pour pouvoir juger de ça, au-delà d'avoir le chiffre 20, c'est l'intérêt d'avoir ces informations complémentaires. Mais c'est aussi un vrai travail que de synthétiser, de comprendre tout ça. Mais c'est ce qui rend le truc aussi vraiment intéressant. Donc là, effectivement, ma petite question, c'était pour les éléments qui nous manquent pour construire un résultat sur 8 panélistes, comment est-ce qu'on fait pour demander et surtout obtenir les réponses Une auprès des deuxième panélistes? fois. Voilà. Hein, c'est ça l'histoire, Pauline. C'est que du coup, tu as déjà passé du temps avec les uns et les autres. Tu deviens de On aura plus en fait. plus, comment dire, de plus en plus pointu dans le sujet. Donc, le 4e, le 5e, etc., jusqu'au 8e, là, tu nages dans le bonheur parce que tu maîtrises parfaitement le sujet. Et tu as ton tableau et là, tu dis, mince, pour 1, 2, 3, là, j'aurais dû leur demander ça, j'ai oublié de leur demander ça, alors que c'est vachement intéressant. Je m'en suis rendu compte à partir du 4e que tel sujet, c'était aussi très intéressant à voir. Et là, l'idée, c'est comment fait-on pour aller, alors que les gens n'ont pas beaucoup de temps, on en a parlé, ils ont 300 mails par jour, blabla. Comment fait-on pour retourner? Comment Pauline fait-elle pour obtenir ces informations complémentaires alors qu'elle a déjà épuisé son temps de parole à la base? Ça revient à ça, hein? Exactement. Et C'est un peu donc, passé comment elle pour, s'y prend, Pauline? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, j'avais proposé plusieurs choses, mais effectivement, vous êtes tombé dans le mille. Le but, c'est Ouais, ouais, c'est mille d'être pile, honnête, en c'est bien. fait. On a plein de jeunes et futurs consultants avec vous là, parce que vous avez le bon réflexe. On en reviendra. On y reviendra, pardon. Il y a les francs jeux. On reviendra là-dessus parce que c'est important dans notre métier. Et vous envoyer un formulaire en ligne. Bref, c'est exactement ça. Voilà, le but, c'est d'obtenir les réponses en faisant perdre le moins de temps possible Mm. aux panélistes. Voilà. Le contact est établi. Il va répondre, mais il va juste faire super attention à son temps parce que son temps est précieux. Et donc, Pauline repart pour un tour et obtient ses réponses complémentaires. Exactement. Et Donc, donc elle est là, contente. oui, là, je suis très satisfaite. Et là, c'est le moment où j'assemble tout et j'essaye de construire du coup ces fameuses tendances quantitatives et qualitatives. Donc là, je vous ai mis des petits exemples de ce qu'on a fait sur les résultats. Donc là, par exemple, j'avais une première information sur les volumes par client, enfin voilà, les grands, comment dire, les grands volumes chez les clients ou les grands volumes, pardon, déjà Tendance. dans, ouais, les Ouais. grandes tendances déjà existantes dans les premiers déploiements cloud public chez les clients. Donc, il y en avait la moitié était, enfin 5 sur 8 étaient, par exemple, déjà à moitié sur le cloud public. Voilà, ils avaient déjà des premiers déploiements, des choses qui tournent. 2 avaient plus de la moitié de leurs infras, donc eux, c'était nos panélistes en avance de phase par rapport aux autres. Donc eux, c'était intéressant. C'était en général les échanges, les interviews les plus intéressantes puisqu'ils avaient plus d'expérience. Et puis un petit panéliste qui était un peu plus en retard que les autres. Donc ça, c'est juste 3 questions, enfin 3 réponses parmi l'ensemble de l'étude qu'on a faite. Mais voilà, on a des choses comme ça et puis on a aussi des choses qu'on ne peut pas mettre sous forme de camembert et qui sont ou chiffrées et qu'on met du coup plutôt sous forme de phrases et qu'on va expliquer lors de la restitution auprès du client. Donc là, c'est un exemple en fait. Tu as fait un extrait de toute une série de slides qu'on a pour synthétiser finalement cette étude. Là, tu as juste fait un ou 2 extraits de mémoire Oui, c'est ça. Sur ouais, une quinzaine de pour slides, là, j'ai montrer ce que pris ça pouvait être. Voilà. voilà, à quoi ça peut ressembler. Et donc ça, c'est la présentation qu'on produit et derrière, il faut aller la présenter. Donc on a fait une première restitution au client qui a commandé. Donc en fait, c'était la DSI centrale.
Donc ça, c'est la personne avec qui on a échangé tout le long, avec qui on a eu des réunions pour suivre l'avancement. Donc il n'y avait pas de surprise et on lui a présenté ça. Et derrière, il a fallu présenter cette synthèse à l'ensemble du board des DSI, donc le DSI central et les autres DSI métiers. Et donc ça, c'est une réunion hyper importante où en fait, on a 30 personnes avec un poste important qui attendent qu'on leur donne des choses intéressantes. Donc ça, c'était un peu stressant. Évidemment, le matin, tu mets une tenue dans laquelle tu te sens à l'aise. La veille, tu vérifies 3 fois ton cartable. Si tu n'as pas oublié l'adaptateur pour le projo. Bon, voilà, il y a un peu d'enjeu et finalement, ça s'est hyper bien passé. Voilà, j'étais avec mon directeur de mission qui était toujours là. Mais c'est moi qui ai pris le lead dans le début de la présentation. Et comme on le fait avec Catherine aujourd'hui, il vient étayer ce que je dis. Et donc voilà, on m'a vraiment laissé l'occasion de défendre mes idées et de présenter les résultats qu'on a trouvés. Et donc j'étais hyper contente. Et voilà, j'ai même eu des compliments en direct d'une personne voilà, qui est venue nous remercier pour le travail. Qui nous a dit que les messages étaient clairs, que c'était bien présenté. Donc voilà, grand soulagement. Et tout le monde est Alors, ce qui content. Je vois que mon gif ne passe pas, c'est dommage. est intéressant, c'est aussi de décrire, parce que Pauline dit c'est stressant. Alors en fait, ça va vous faire sourire, mais c'est stressant et c'est grisant à la fois. Donc là, plusieurs anecdotes aussi perso. C'est donc effectivement, même moi aujourd'hui, hein, pour des réunions qui sont comme ça, des réunions où il y a effectivement tout un parterre de DSI, etc. Je suis comme Pauline, hein, je choisis une tenue sympa que j'aime bien, dans laquelle je me sens bien, parce que ça fait partie de la mise en comment dire, la mise en ligne psychologique. Et puis, écoutez, il y a un côté grisant aussi, parce que normalement, alors effectivement, quand on arrive comme ça dans une réunion, la règle que je donne toujours, moi, je dis aux uns aux autres, tout ce qu'on va présenter, tout ce qui est écrit ou qui apparaît sur un slide doit être parfaitement maîtrisé. Parce que dans une assemblée comme ça, vous avez toujours une personne qui va vous demander d'expliquer au slide 26 le cinquième alinéa de la remarque numéro 2. Dire oui, mais je comprends pas bien parce qu'en fait, vous avez marqué ça, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Donc, en fait, la règle, c'est vraiment de maîtriser parfaitement tout ce qu'on écrit. Tout ce qui est écrit doit être maîtrisé. Parce qu'encore une fois, d'expérience, il y en a toujours un qui va pointer dessus. Et si vous ne savez pas répondre, malgré toute la qualité de ce que vous avez pu délivrer avant, ça constituera un petit point faible. Voilà, parce qu'on se dira, finalement, il ne maîtrise pas si bien son sujet que ça. Là, il nous a un peu embarqué sur l'ensemble des slides précédents, mais en fait, finalement, il a fallu que je lui pose une question un petit peu pointue pour que tout le monde se rende compte que finalement, il ne maîtrise pas le sujet. Donc, règle numéro 1, tout ce qui apparaît sur un slide doit être parfaitement maîtrisé. Donc, quand vous arrivez dans la tenue que vous aimez bien, vous êtes à l'aise, votre cartable comporte l'adaptateur Projo qu'il faut, comme l'a décrit Pauline, vous maîtrisez tout ce qui est sur les slides qui vont être présentés, et là, vous basculez dans un petit côté grisant, parce que là, vous avez aussi toute une assemblée qui va vous écouter, voilà, qui va prêter attention, qui va s'arrêter, qui va arrêter de discuter les uns avec les autres. Allez, ils vont arrêter de discuter les uns avec les autres pour vous écouter et écouter ce que vous avez à dire et prendre avis par rapport à ce que vous allez dire. Donc, il y a ce côté grisant-là. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu grisant. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années parce que forcément, après, au fur et à mesure de sa carrière, on a des occasions de s'exprimer sur des parterres de plus en plus importants. Et j'ai un souvenir assez marqué parce que c'est là où j'ai vraiment basculé du stress dans le côté grisant, où j'avais effectivement un parterre avec à peu près 1500 personnes. Donc, c'est un truc que j'ai vraiment longuement préparé. Pareil, pas un seul mot sur un slide que je ne maîtrise pas. La tenue que j'aimais bien, j'ai vraiment appliqué les règles que j'ai données, hein, parce que ça, encore une fois, psychologiquement, ça aide. Et là, comme j'avais super bien travaillé mon truc, et en fait, ça a été une expérience extrêmement grisante parce que je me suis retrouvée avec un parterre de 1500 personnes qui se sont tues. Donc là, vous avez à un moment donné la parole et les gens vous écoutent, voilà, réagissent, vous posent des questions pour compléter le discours, et c'est quelque chose de très sympa. Donc c'est quelque chose qu'on vit aussi
assez fréquemment dans ce métier du conseil, c'est que en fait, voilà, quand on maîtrise bien son sujet, on se sent à l'aise, en fait, on nous demande d'exposer ce sujet, on sait répondre parce qu'encore une fois, on le maîtrise, qu'on a bien travaillé et ça, c'est un côté très sympa et très gratifiant du métier. Donc voilà, alors au début, pas forcément, au début, on se lance, hein, comme Pauline, on a son directeur de mission pas trop loin qui peut aider, comme je le disais, pour les balles un peu perdues. Et puis après, voilà, on gagne en assurance et on commence à vraiment prendre plaisir aussi à ces moments-là. Merci. Et du coup, là, ça nous amène à une question. On a parlé de plein de choses sur cette mission. En fait, on a eu un raisonnement un peu déductif en partant du cas concret pour essayer de mettre en lumière des choses intéressantes sur le métier de consultant, notamment quand on est débutant. Et là, la question, je voulais savoir si vous aviez bien compris. C'était, donc je vais vous l'afficher, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être, quelles sont les clés, les atouts pour être un bon Attendez, consultant? Pauline, je me Pardon, Mmh. permets d'interrompre oui, parce qu'il y a 3 questions qui portent peut-être avant de passer à cette étape sur des questions sur la mission en soi. ouais, OK. je suis en train de répondre, à la première, Ah, ok. j'essaie. Alors, Peut-être ça peut être d'intérêt pour tout le monde qu'on réponde de haute voix à tout le monde. Ouais. Vous voulez que je vous lise? Oui, je veux bien, s'il te plaît. alors on y va, comme ça on répond Première conjointement avec question. Pauline. Pourquoi ne pas commencer par envoyer une étude, par exemple sur LinkedIn, pour mieux cerner les sujets? Et la deuxième question, c'est les gens ne répondent pas à ces études. Je pense que ça fait appel à l'étape encore que vous étiez en train de faire les interviews. Alors, pour mieux cerner le sujet, alors LinkedIn, ça sert à créer du réseau. On pourra en parler après parce que c'est important aussi pour un consultant, mais ça ne sert pas, les gens vont jamais dans le détail, et là, le niveau, dont on a besoin pour pouvoir répondre en fait aux clients, c'est quand même un niveau assez, on va dire assez fin. Donc là, les informations qu'on a au niveau de LinkedIn, sont beaucoup trop en surface. Ce que ça peut faire, c'est que ça permet de connecter éventuellement avec des gens, mais quand on a une demande précise, là, le client qu'on a, c'est un très grand client. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est, d'avoir des très grands clients en face et si on envoie, cette requête sur LinkedIn, on a un petit peu tout le monde et n'importe qui répondent, alors qu'on a besoin de sociétés de très grande taille. Donc en clair, sur LinkedIn, on n'est pas sûr que, ça soit pas, l'entreprise d'une centaine de personnes qui répond, mais dont on pourra rien faire parce que ça ne sera pas assez représentatif pour le client, ou alors, tout simplement, la personne ne rentre pas dans le détail et cetera. Donc LinkedIn, pour le coup, n'est pas adapté pour vraiment rentrer dans le niveau de détail et pour qualifier correctement les panélistes. Donc ça, c'est pas adapté. Par contre, LinkedIn est un outil, très utile, par ailleurs. J'en parlerai après, la dimension réseau. Donc ça, c'est la première question, du coup. Ouais. Alors la seconde, c'était pour le coup, Camilla? En fait, il y en a deux autres qui, je pense, qui sont proches. C'est les gens ne répondent pas à ces études, c'est une question. Et l'autre, c'était quel est l'intérêt pour les personnes interviewées? Pourquoi prennent-elles les temps de vous répondre? Ah, ça, c'est intéressant. Donc alors, les gens le font parce que, ils se créent aussi du réseau entre eux. C'est-à-dire, en gros, bah, moi, je cite, hein, parce que c'est pas forcément le cas. Moi, je suis Air Liquide, du coup, j'accepte de répondre, en fait, au benchmark lancé par, AXA. Donc de fait, ça va me mettre en relation avec la personne d'AXA qui a le même sujet d'intérêt que moi. Et puis même dans le panel, ça me permet éventuellement d'être mis en relation avec d'autres. Donc c'est la mise en relation qui va les intéresser. D'une part, il y a 2 choses, hein. C'est la mise en relation qui va les intéresser parce qu'éventuellement, ils peuvent agrandir leur réseau et être mis en relation avec des gens qui ont le même métier qu'eux ou qui se posent les mêmes questions qu'eux et qu'ils vont pouvoir rappeler derrière en disant: «Mais au fait, tu sais, pour le sujet machin, on a été dans le même benchmark. Est-ce que, tu pourrais m'en dire plus sur ta situation à toi? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu as pris comme sujet, qu'est-ce que tu as pris comme technologie? Quel fournisseur tu as fait travailler? Est-ce que ça s'est bien passé? Quels sont les conseils que tu me donnerais?» et cetera. Donc ça, cette mise en relation, elle est importante et elle peut présenter un intérêt. Premier intérêt. Et le deuxième, c'est que Pauline, en fait, dans le job, quand on fait un benchmarking, donc forcément, on a un benchmarking très complet qu'on va présenter au client, hein, puisque c'est le client qui a acheté l'étude et qui paye. Et on fait un benchmarking, on fait une synthèse plus light
mais quand même intéressante, justement, une graduation un peu intermédiaire qu'on va restituer à ceux qui ont pris le temps de participer au panel. Et donc, ça va les intéresser aussi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins d'informations détaillées que celui qui a payé l'étude, ce qui est normal, mais celui qui a payé l'étude paye aussi pour qu'il y ait une petite restitution, une petite contrepartie pour les uns et les autres. Et donc de niveau un peu moins détaillé, mais qui donne des orientations intéressantes. Donc voilà la raison pour laquelle, à la fin de la fin, certains vont effectivement participer au benchmark. Voilà. Alors, j'espère que j'ai bien répondu. Si j'ai bien répondu à la bonne question. J'aurais répondu ça aussi. Ça Ah me ben semble bien. voilà. Bon. Et est-ce que celui qui l'a posé a la réponse à sa question? Euh, je peux Sinon, pas pas dire. Il y a... hésiter pas hésiter à reposer, hein, parce que c'est vrai que là, par chat interposé, on peut quand même. Alors, Camilla, d'autres remarques ou d'autres réactions? Non, je pense qu'on a répondu aux questions. N'hésitez pas, si vous voulez, à mettre soit sur les questions-réponses, soit sur les chats, si ce n'est pas encore clair. Si c'est pas clair. C'est de vous apporter, de vous faire connaître ces métiers avec une mission très concrète. Donc, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Mais pour l'instant, il n'y en a pas, donc vous pouvez continuer. Alors, on continue. Si on a le droit, on continue. Alors, Pauline, il faut que tu racontes parce que là, Obama, t'as pas ton gif, Il mais est qu'est-ce qu'il ouais. fait, Obama? Parce que finalement, tu l'as pas mis par hasard, He Obama. drops the mic. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil parce que Blague. effectivement, j'étais hyper satisfaite de la présentation Ce que je dis, qu'on a côté faite au client. gratifiant, Ouais. côté grisant à la fin quand même, hein, parce qu'on a les compliments aussi. C'est un métier qui est sympa parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous êtes dans une société, bon, vous êtes salarié par la société, vous avez plein de bonnes idées, mais tout le monde va considérer que vos idées, c'est normal que vous les ayez. Donc, c'est plus rare quand vous êtes au sein d'une société qu'on vous félicite pour le boulot. Ce qui est assez incroyable avec le métier de consultant, c'est que vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour donner votre avis, on y viendra. Et on vous écoute parce que comme on vous a payé, c'est que votre avis il a de la valeur, donc on vous écoute. Et donc, vous avez un parterre de DSI qui vous écoute. Et en plus, s'ils ont apprécié, et ben à la fin, ils viennent vous voir et vous disent « Ah, good job, bien fait, well done ». Et ça, c'est quand même vachement sympa aussi parce que c'est vrai que c'est du boulot. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'efforts aussi de la part de Pauline. Mais pour le coup, ben voilà, jeune diplômée qu'elle est, elle a pu parler de ce qu'elle avait compris de la situation. Elle a pu restituer. Elle a été écoutée, donc ça, c'est aussi un moment de satisfaction et puis à la fin, il y en a un qui s'est levé et qui lui a dit: «Beh, c'est du bon boulot» et ça, c'est vrai que, cette situation de consultant permet d'avoir ça, donc ce que j'appelle toujours en rigolant des unités de caresse, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit, plus facilement, des retours positifs que quand on est dans une société. Et le truc vraiment sympa avec ce métier de consultant, encore une fois, c'est que, bah, en fait, comme on paye le conseil, et ben, on vous écoute. C'est comme, vous savez, on le dit toujours là pour les psychologues, voilà, ça apparaît toujours que le psychologue explique à son patient, non, non, cette séance, il faut absolument que vous la payiez, il faut qu'elle soit même un peu chère. Bon, moi j'adore ce marketing, hein, soit dit en passant, mais il faut même qu'elle soit un peu chère parce que comme elle est un peu chère, eh bien vous allez vraiment profiter pleinement de cette session. Bah là, c'est un peu pareil avec le conseil, on vous paye et donc on vous écoute, on vous écoute. Voilà, c'est ça qui est sympa et intéressant. Donc voilà, donc you drop the mic à la fin, c'est ça, Pauline? C'est ça, exactement. Alors, en attendant, on a pu avoir Alors, des quelles réponses. compétences faut-il être un bon consultant? On va voir si on a été clair. Ah, je ne sais pas comment ça se présente. 7 sur Revêtir. 14 votes. Revêtir un beau costume, bah oui, on l'a dit, hein. Ouais, effectivement, être un expert technique hyper pointu n'arrive pas en première réponse et Alors, qu'est-ce qu'on a? Savoir jouer du violon, qu'est-ce qu'on a? les cours de claquettes en dernier. Ah, les cours de claquettes. En dernier ou en premier? En dernier. En dernier, bon. Euh, Alors, c'est Mais voilà, il y avait intéressant. un petit piège, ouais, parce que justement, le Ouais. message qu'on voulait faire passer, c'était que c'était pas indispensable d'être un expert technique
sur des sujets spécifiques pour faire du bon travail, qui avait Alors, beaucoup d'autres dimensions derrière. il y a beaucoup de dimensions. Alors je pense que c'est intéressant, après on peut s'amuser, on l'a pas mis par hasard avec, Pauline, hein. Revêtir un beau costume, ça c'était un clin d'œil parce que c'est vrai que l'une et l'autre, on vous a dit que voilà, le fait de présenter, il faut être à l'aise, en fait, il faut être à l'aise donc c'est ultra basique ce que je dis, mais voilà, il faut être à l'aise. Donc il faut avoir des vêtements qui sont sympas, voilà, ça c'est important parce que du coup, on est concentré sur son assistance et pas, sur les chaussures qui font mal ou un autre détail. Donc revêtir un beau costume, il y a un peu de ça, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire le petit truc. Être un expert technique hyper pointu, on en a parlé avec, Pauline, donc il y en a un certain nombre dans l'équipe, mais c'est largement pas suffisant. C'est largement pas suffisant, on va détailler après. Savoir jouer du violon, alors c'est intéressant parce que savoir jouer du violon, moi je disais, quand on a fait ce questionnaire pour, rigoler un petit peu là, savoir jouer du violon, c'est, bon, le côté un petit peu mielleux et cetera. Alors non, on ne sait pas jouer du violon, mais la règle, c'est qu'on dit toujours ce qu'on pense, on doit toujours dire la vérité, on doit toujours dire la vérité, mais par contre, il faut être très fin sur le moment auquel on va le faire, sur la façon dont on va le faire et avec qui on va avec, enfin, qui est autour en fait. C'est très, très important de faire attention à ça. Donc, c'est quand même accompagner effectivement, les informations. Voilà, c'est accompagner la façon dont on dit les choses et être fin sur la façon dont on les dit. Mais on dit toujours la vérité. Pour anecdote, moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois vous voyez la situation, c'est le client vous commande une mission parce qu'il il est pas d'accord avec une autre personne au sein de l'entreprise et il vous commande la mission pour prouver à l'autre que c'est lui qui a raison. Et vous, vous rentrez dans l'entreprise, vous faites votre job de consultant et puis vous vous rendez compte qu'en fait, c'est l'autre qui a raison. Donc, vous voyez la situation, c'est celui qui vous a commandé la mission, en fait, il vous a commandé pour prouver à l'autre qu'il a raison. Et en fait, c'est lui qui se trompe. Et il va falloir le lui dire. Il va falloir le lui dire. Il va falloir l'aider aussi à communiquer proprement et à sauver la face par rapport à l'autre. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de psychologie aussi là-dedans. Donc, c'est pour ça, savoir jouer du violon, oui, un petit peu. Mais vous voyez qu'il y a vraiment un fond, c'est le lui dire. Et pourquoi il faut le lui dire? Parce que si après, il se rend compte qu'il a tort, parce qu'au bout d'un moment, il se rendrait compte qu'il aurait tort, il serait réellement ridiculisé en fait. Donc c'est plus intelligent de le lui dire, de lui donner les moyens de prendre le virage, hein, on va dire, et puis de sauver la face. Donc ça c'est une réalité. Donc encore une fois, on peut avoir ce côté accompagnement humain qu'on a voulu un petit peu caractériser par savoir jouer du violon. Alors les claquettes, ça marche pas très fort. Les claquettes, c'est 3 minutes dans l'ascenseur. Alors ça marche très bien, 3 minutes. Voilà, quand on a un peu de métier, on peut faire. Moi, je peux être spécialiste de n'importe quoi, je vous assure, 30 ans de métier. Je suis spécialiste de n'importe quoi, mais ça dure 3 minutes dans l'ascenseur. Une fois qu'on sort de l'ascenseur, heureusement, il y a les équipiers qui sont là, il y a les directeurs de mission qui connaissent les sujets, voilà, responsables de domaine, etc. Il y a toute une équipe avec beaucoup d'expertise, mais voilà. Et donc là, on a fait un petit arbre avec Pauline, c'est intéressant. C'est qu'effectivement, la technique, oui, on a un métier technique. C'est ça qui rend les trucs vraiment passionnants. Dans notre métier, on essaie d'être très, très en avance de face sur les technos parce qu'encore une fois, à la base, on est tous ingénieurs et qu'on adore ça. Donc, c'est technique, mais il faut plein d'autres choses pour que ça fonctionne bien. Il faut effectivement, le deuxième, c'est la savoir-faire en termes de méthodologie. Parce que vous l'avez vu, la méthodo, c'est un peu apparu dans ce que décrivait Pauline. C'est j'ai un questionnaire, je pose des questions et puis à partir du 4e interviewé, je me rends compte que du coup là, je commence à bien maîtriser. Mais mince, j'ai pas bien, il me manque des réponses pour les interviewés numéro 1, 2, 3. Donc comment vais-je faire? Donc voilà, et toute la méthodo, tout ça, c'est assez important de maîtriser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. C'est finalement comment arriver au résultat en étant le plus efficace possible, en prenant le moins de temps possible aux interlocuteurs qui n'ont pas beaucoup de temps et en apportant le plus de valeur possible. Et donc, il y a une vraie méthodologie et qui est surtout, qu'on apprend surtout dans des entreprises où on fait, dans des entreprises de conseil où on fait du plan et du build, voilà, ou du forfait. Plan et build, c'est vraiment des choses où on a de la méthodologie, on apprend la méthodologie et on vend la méthodologie au client.
Après, la partie relation, alors la partie communication, ça je vais peut-être d'abord technique, savoir-faire méthodo. La partie communication, elle est importante aussi. On l'a vu avec Pauline qui, du coup, directement, peut-être le directeur technique lui dit bon, alors, vous avez combien de serveurs? Et le directeur technique, il est plus là-dedans. Lui, il est dans des réflexions plus stratégiques, etc. Il est plus dans le détail. Et donc là, voilà, ça c'est une graduation qu'on apprend après progressivement à faire. Et au début, on est en équipe, ce qui permet, comme je le disais là, de bien, recentrer le discours s'il le faut. Le relationnel est important aussi. Alors ça, c'est un relationnel qui est un relationnel individuel, mais aussi au niveau d'une entreprise. C'est vrai que donc dans notre entreprise, donc l'une des premières choses, c'est qu'effectivement, on est, on va dire on est très, on se positionne en avance de face sur les nouvelles technologies parce qu'on pense qu'il y a de la valeur à apporter aux clients à les aider à adopter ces nouvelles technologies. Donc, on est vraiment très au taquet là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que nous, on est très, très communautaire. Alors, quand on dit qu'on est communautaire, c'est que effectivement, on connaît beaucoup de personnes, des clients potentiels, etc. Et donc, par exemple, pour faire des benchmarking, ça va nous donner un tour d'avance. Et vous voyez que nous, on est connus pour ça, on est connus pour nos facilités à faire du benchmarking et c'est basé sur 116 appels de la part de Pauline. Donc, vous voyez quand même ce que ça donne sur des gens qui ne sont pas dans on va dire, qui n'ont pas de réseau ou qui n'ont pas de connexion. Donc oui, l'importance du fonctionnement réseau, il est important. Petit focus aussi, il est important au niveau d'une entreprise, on l'a dit. Donc nous, ça fait des années qu'on est en contact avec beaucoup de personnes, etc. Donc ça nous permet de créer des liens les uns avec les autres, de monter des benchmarking, de créer des communautés, hein. On a beaucoup de communautés de clients qu'on fait fonctionner, qui s'expriment sur tout un tas de sujets, dont notamment aussi la mise en œuvre des nouvelles technologies, etc. Donc c'est toujours très intéressant pour tout le monde et aussi compris pour nous. Et le relationnel, il est aussi important pour chacun des consultants. En fait, ça c'est important de le préciser. On a perdu Allô? Catherine. Oui, ça y Oui, est. non, moi j'ai une coupure. Alors j'ai une coupure de mon écran, mais c'est pas grave. Si vous m'entendez, je peux continuer là-dessus. Pour une raison inconnue, j'ai une coupure de mon écran. Donc voilà. Donc je vais Ouais, on te continuer voit. là-dessus. On m'entend. Voilà, On c'est te ça. voit aussi. Voilà, donc et c'est exactement ça, parce que j'ai vraiment un blackout. Ce qui est important, c'est que vous aussi, individuellement, vous développiez, alors je parlais des consultants, mais vous êtes des jeunes consultants potentiels et même dans vos métiers et même dans votre génération, c'est super important que vous développiez votre réseau. Donc je fais référence à celui qui posait la question sur LinkedIn. Donc comme je le disais, concrètement pour la mission, c'est plutôt le côté réseau, au sens réseau établi qui va servir. Mais ce réseau établi, c'est aussi le résultat de connexions diverses et variées, de participation à des réunions, de participation à des stand-up meetings, de participation ou de connexions LinkedIn et autres. Donc, c'est aussi important que vous constituiez ce réseau-là. Et c'est important aussi de vous dire que moi, aujourd'hui, donc 30 ans après être sortie de Télécom Paris, même un peu plus, il y a quelques copains de promo que je connais, que je vois encore dans le métier, mais la très grosse partie de mon réseau n'est pas forcément liée à l'école. Donc, vous avez les copains que vous avez aujourd'hui au sein de l'école. Surtout, gardez-les parce que c'est vachement sympa de se retrouver 30 ans, 35 ans plus tard. Et ce sont des longues amitiés, des amitiés solides. Mais professionnellement, il y en a quelques-uns avec lesquels ça a bien sûr aidé quand on s'est vraiment suivi professionnellement, mais pas forcément. Donc, le réseau va aussi au-delà et dès que vous allez commencer dès à présent et dès que vous allez commencer à travailler, vraiment, pensez aussi à faire votre réseau. Donc voilà, ça c'était pour on va dire les composantes du métier du conseil. Et Là, si vous avez peut-être peut-être des remarques ou des questions on a, complémentaires. on a 3 Ouais, questions qui sont Question? arrivées là, Oui. mais ouais. on pourrait passer en live, que les gens puissent participer, les poser à voix haute, puisque là on a fini la présentation. Peut-être juste ce que je propose, c'est je vais lire en fait, il y a 2 questions et par la suite, on peut ouvrir les micros et discuter avec les uns et les autres. Ça va vous chauffer pour poser vos questions. Allez, ça marche. Je pense que là, on sort un peu de la mission en soi des benchmarks et les questions, elles sont un peu plus larges par rapport au monde Ah du bon conseil. Donc, conseil. c'est super Avec intéressant. plaisir. On fait Donc, comme ça.
La première, c'était pourtant, quand une société a besoin de licenciés, une méthode souvent appliquée consiste à faire appel à des cabinets de consultants avec comme mission claire de préconiser les licenciements. Ainsi, la société en question peut toujours invoquer l'argument d'objectivité puisque les plans de licenciement est préconisé par des personnes extérieures. Cela n'étant-il pas à prouver que les consultants ne sont pas toujours objectifs? Voilà. Alors, ça, moi, du coup, je pense que je vais répondre parce que je pense que pour Pauline, ça va être clairement, nous, on fait du conseil, mais on ne fait pas du conseil en RH, hein. Donc, nous, on n'a jamais, en 20 ans, j'ai jamais eu cette problématique-là à traiter. Jamais, jamais. Parce qu'en fait, dans la pratique, les conseils qu'on donne sont des conseils sur des technologies à mettre en place, sur l'accompagnement en termes de fournisseurs. Voilà, on fait beaucoup d'appels d'offres, etc., pour le compte de nos clients. Donc, ces organisations d'appels d'offres, c'est de la définition de technologie, c'est de l'adaptation d'organisation. Mais on ne préconise, je n'ai jamais sorti au titre de Navigacom une seule recommandation qui consistait à faire des licenciements. C'est pas le métier. Je pense que là, la personne qui a posé la question, c'est peut-être vrai pour du conseil RH, mais on fait pas du conseil RH ici. On fait du conseil technologique et donc tout au plus, on va indiquer au client comment, tirer meilleur parti du marché, comment tirer le meilleur parti de son organisation. Mais les décisions de je dirais, du coup de licenciement et cetera, c'est absolument pas notre métier et donc pour le coup, toutes les recommandations qu'on peut faire sont des recommandations technologiques et clairement, on dit ce qu'on pense. Voilà. Alors bien sûr, on ne dit pas ce qu'on pense comme ça parce que ça nous tombe sur la tête et que subitement on a un avis comme Madame Michu. Voilà, c'est pas ça le sujet. C'est qu'on travaille le sujet, on le détaille. Au travers des expériences précédentes, on va donc vraiment établir un avis. C'est un avis mais on va vraiment donner l'avis qu'on a. Voilà, on n'est pas là pour faire des missions miroirs ou quoi que ce soit. Donc là, pour le coup, encore une fois, on ne fait pas, enfin, c'est jamais arrivé, hein, le recommandation, ou un avis qui consiste à dire: «Faudrait licencier 10 personnes» ou «Il faudrait licencier, monsieur Schmuldu ou madame Michu», c'est jamais arrivé. Donc ça alors quitte à en rediscuter live, hein, parce que pour le coup, ça m'étonne un peu parce que vraiment c'est vraiment pas notre métier ça, pour le coup. Donc ça, c'est la première question. OK et puis bon, encore une fois que le micro est ouvert, ne pas hésiter à renchérir, dessus si je n'ai pas été claire ou pas convaincante. Pas d'hésitation. Super. J'ai ouvert les micros, hein, au passage. OK. Super, Donc pas merci. hésiter, celui qui a posé la question, ouais. L'autre question était quelles sont vos politiques de recrutement? Et la deuxième question qui a un lien aussi, c'était prenez-vous des stagiaires non diplômés en césure, en année de césure, en deuxième année? J'imagine que c'est ça la question. OK. La réponse est oui et oui. Alors oui et oui, parce que donc on a le plaisir d'être, le parrain de la promo, 2022. On a une vraie proximité avec l'école, hein. Moi vraiment ce parrainage, c'est un grand bonheur pour moi, je vous le dis, hein. J'ai beaucoup de plaisir dans toutes les interactions que j'ai pu avoir avec les élèves. C'est vraiment sympa, c'est vraiment, intéressant, comment dire? C'est gai quoi en fait. Il y a beaucoup de gaieté, beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment, vraiment chouette donc oui, bien évidemment, de fait, on va vous accueillir, au sein de l'entreprise à chaque fois que vous en avez envie. Alors, je vous ai parlé de l'ADN de la boîte, hein, l'ADN de Navigacom. Je vous ai parlé il y a 3 éléments et je vous ai parlé de 2 éléments. Je vous ai parlé du fait qu'on était technologiquement, très en avance et qu'on se positionnait sur des technologies à venir. Hein, ça, c'est une vraie reconnaissance. Le deuxième élément de l'ADN, c'est le côté communautaire. C'est qu'on fonctionne en connexion avec beaucoup de clients, avec beaucoup de gens dans le métier qui nous permettent aussi d'être agiles, d'avoir l'avis de beaucoup de gens, de décrypter les tendances, et cetera. Donc ça, on aime beaucoup ça et on met beaucoup en relation, hein. Tout n'est pas payant. On a régulièrement des clients qui nous appellent en disant: «Bah, voilà, moi j'ai telle problématique, est-ce que tu connais, une autre boîte qui traite le même sujet? Ça me plairait beaucoup que tu mettes en relation».
Et on va le faire parce que la logique d'une communauté, c'est que tout n'est pas intéressé, on se rend service et dans cette communauté, à un moment donné, quand on a besoin de quelqu'un, en fait, on pense, à cette personne qui a rendu service ou à cette société qui a rendu service en se disant: «Tiens, en plus, ils sont pros, on va les prendre». Donc nous, on fonctionne beaucoup comme ça, on fait beaucoup d'intermédiation, aussi gratuitement. Puis à un moment donné, les clients, ils ont l'habitude d'échanger avec nous. Ils se disent: «Tiens, au fait, j'ai une mission, là, est-ce que vous sauriez faire? Est-ce que vous pouvez me faire une proposition?» Donc ça, c'est le deuxième ADN, hein, c'est le côté communautaire. Et le troisième, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on est de taille humaine. Navigacom, aujourd'hui, ça représente une cinquantaine de personnes et c'est un vrai choix d'entrepreneur que j'ai fait moi. C'est-à-dire qu'il y a des grosses boîtes de conseil, voilà, dans lequel, c'est très hiérarchisé et cetera. Beaucoup des jeunes qu'on accueille dans l'entreprise, et qui ont une première expérience, arrivent chez nous avec comme argument principal: «Oh là, c'est vraiment sympa, moi j'ai envie de rentrer chez vous parce que c'est une boîte où tout le monde, est pris en considération, tout le monde est important». Et c'est vrai qu'on se compare souvent à un bateau, hein. Moi je dis, toujours que c'est comme enfin moi j'aime beaucoup la voile, hein, je suis une voileuse par ailleurs et je trouve que l'image est très sympa parce que en fait sur un bateau, pour ceux qui ont fait de la voile, on a besoin de tout le monde. Voilà, pour que le bateau avance, il faut bien sûr un capitaine, OK, ça, c'était un peu facile, mais le capitaine, il fait rien s'il n'a pas une vigie, il fait rien s'il n'y a pas le fauquier, il fait rien s'il n'y a pas les gens pour activer les grands voiles, il fait rien du tout s'il n'y a pas le cuisinier qui fait la cuisine pour tout le monde, il fait rien du tout s'il n'y a pas le mousse, qui va, on va dire, tout ce qui est, s'occuper de tout ce qui est cordage et cetera. Enfin, je donne des exemples. On a besoin de tout le monde et tout le monde est important pour la communauté. Et ça, c'est très important dans notre mindset, c'est qu'on est tous là les uns pour les autres pour s'entraider et pour faire avancer notre bateau commun qui est effectivement l'entreprise. Donc, c'est taille humaine, c'est un choix, voilà, c'est un choix en termes d'entrepreneur, en termes d'ambiance d'entreprise, en termes d'importance aux humains que nous sommes. Voilà, donc c'est le choix que j'ai fait moi personnellement. Et donc, pour ce qui est des recrutements, en fait, effectivement, on recrute pas des wagons entiers. Pour être honnête, hein, c'est pas, voilà, je citerai pas de confrères, mais il y en a qui recrutent par wagon entier et du coup qui recrutent volume, qui recrutent plutôt pour faire de la régie au kilomètre. Nous, on fait pas de la régie au kilomètre, vous l'avez compris, on fait, plutôt des missions vraiment de type projet. On fait beaucoup de projets. On fait, et du coup, on a une sélection qui est quand même assez pointue. Voilà. On accueille avec grand plaisir. On a une sélection, malgré tout assez pointue, dans le recrutement, mais, j'ai envie de dire, qui est, parfaitement à la portée, des uns et des autres et surtout cette sélection, elle est aussi sur le ressort que vous avez, à l'intérieur de vous-même. C'est, la capacité, l'intérêt que vous avez pour ce métier, parce qu'il faut être quand même un peu il faut aimer ce métier, hein. C'est un métier qui est spécifique, sur lequel on a beaucoup de retours positifs, mais c'est un métier où on est assez engagé. Donc voilà, est-ce que ça va ces critères de recrutement, ça va être, la dynamique que vous avez, ça va être aussi, la capacité que vous avez à vous exprimer clairement. Enfin, il va y avoir tout un tas je dirais de critères, qu'on va prendre en considération, tout simplement aussi pour que vous soyez au bon endroit si vous arrivez dans l'entreprise et que vous n'ayez pas non plus de regrets en vous disant: «Finalement, je suis pas du tout fait pour ce métier-là». Donc voilà. Donc oui et oui, donc des stagiaires, oui, césure, oui et oui, on a, donc un processus de recrutement, hein, qui est géré par Camilla, hein, qui est la 3e d'entre nous, et qui se passe très bien et qui fonctionne bien parce que tous les jeunes que nous accueillons, honnêtement, on le sait après parce qu'on les suit, ils se sentent bien dans l'entreprise. Ils sont bien intégrés, ils sont contents d'être là et voilà. Donc ça veut dire aussi que le processus est aussi bon pour ceux qui font il n'est pas uniquement bon pour nous, mais il est aussi bon pour ceux qui rentrent dans l'entreprise. Merci Oui, je Catherine. confirme. Il y a une main Donc, levée là. ouais. Ah, Pauline a dit: «Je confirme». Je le dis, je bon alors après, elle est devant son boss, hein, donc c'est plus Oui. difficile pour elle, mais bon. Mais je ne lui ai pas mis de pression pour qu'elle le dise et voilà. En tous les cas, nous, on fait attention à ça. C'est vraiment, quelque chose qui est important pour nous. Pardon. Nous avons une nouvelle question. Après, je serais ravie d'échanger avec vous si vous avez d'autres questions plus spécifiques par rapport au recrutement. C'est Camilla Markim qui vous parle. Nous avons une autre question super intéressante aussi
que je pense que Catherine va bien aimer nous expliquer un peu. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des projets sur la transition écologique ou la RSE des infrastructures? Ah, super intéressant. Et oui, parce que alors là, on a un double projet. C'est que on a un certain nombre d'entre nous. Alors bon, du coup, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Moi, je suis moitié allemande, donc j'ai beaucoup de liens encore avec. Enfin, pas encore. J'ai énormément de liens avec l'Allemagne. Et vous savez que l'Allemagne, en fait, la démarche écologique, elle est même antérieure en fait à la France, comme beaucoup de pays nordiques versus des pays latins en Europe. Donc moi, si vous voulez, l'écologie, c'est un truc dans lequel je suis tombée assez petite, si je puis dire. Et donc déjà, moi, j'ai une vraie, parce que c'est important que ça soit aussi insufflé forcément par, j'ai envie de dire, c'est un peu donner un cap, hein. Donc ça, c'est le job du capitaine du bateau. Donc forcément, c'est aussi un cap que je donne moi. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sommes très sensibles aussi à titre individuel. Voilà. Pour la petite histoire, le dernier jeune commercial qu'on a embauché, il nous a dit: «Écoutez, moi, c'est pas difficile. Moi, je n'ai pas besoin de voiture. Moi, je me déplace à vélo et en comment dire? En transport en commun». Voilà. Alors que quand même traditionnellement, vous le savez, le commercial, son statut, il est quand même quelque part aussi représenté par la marque de sa voiture, sa capacité, et cetera. Bon, je rentre pas dans le détail, mais vous voyez que là aussi, on attire et on accueille plutôt aussi des gens qui sont sensibles à ça. Donc nous, on a une vraie démarche en interne pour maintenant, en termes d'entreprise, être vraiment, on va dire, dans des logiques d'économie intelligente, hein. L'idée, c'est pas forcément d'être austère, mais il y a plein de choses qu'on peut faire facilement et pour être justement aligné avec, on va dire, un vrai esprit écologique. Donc déjà, en interne à l'entreprise, on est réellement sensible au sujet et donc, on a vraiment, une organisation qui a été mise en place assez récemment, mais qui est mise en place pour vraiment travailler dans ce sens-là. Ça, c'est côté interne, c'est nous, l'entreprise Navigacom, comment s'aligne-t-on sur ces valeurs-là? Et puis après, on a une démarche qui est, et qu'on va, activer. Alors, on a déjà un projet en commun avec, 2 élèves de l'école, hein, sur typiquement, les sujets, Green IT. Et on est en train de travailler sur, on va dire, le affiner en fait nos méthodologies pour intégrer encore plus une dimension, green. C'est-à-dire que, bah, tous les axes d'analyse qu'on a aujourd'hui, ce sont des axes d'analyse, d'intérêt technologique en termes de fonctionnalité, d'intérêt financier parce que bon, bah, les gens, ils ont des budgets et cetera, ils doivent aussi. Et là, l'idée, c'est d'avoir systématiquement et de proposer systématiquement une dimension, d'évaluation, green aux différentes entreprises que nous allons suivre dans nos méthodologies et auxquelles on va comment dire? Appliquer des méthodologies, diverses et variées en termes de conseils. Et au-delà de ça, même, j'aimerais, et là je suis en train de prendre les contacts avec certains de vos profs, parce que vous avez certains de vos profs qui ont des idées super intéressantes. Et donc là, je suis en train de le faire, mais ça date de la semaine dernière. Donc c'est prendre contact avec, là j'en ai identifié 3, 3 d'entre eux pour aussi vraiment, faire un pont entre l'école et notre société de conseil pour justement proposer des audits green, sur les infras des différentes entreprises. C'est-à-dire d'être vraiment moteur aussi là-dedans, pour apporter une conscience, sachant que les clients, tout doucement, ils prêtent attention aussi parce que bon, on vit tous quand même dans le même monde, hein, et les gens deviennent quand même, de plus en plus conscients, du fait que ça peut pas continuer comme ça et qu'il faut gérer les ressources intelligemment. Donc on a cette tendance qui apparaît progressivement chez nos clients et nous, on aimerait être vraiment moteur parce que je pense qu'on se sentirait bien, non seulement être propre sur nous en interne, mais aussi, à donner, des idées intéressantes, à donner des recommandations intéressantes pour les entreprises pour qu'elles suivent ce même chemin. Catherine, peut-être il y a une autre question. Attendez, la question a été résolue. Euh, attendez, j'essaye de retrouver. Oui, en fait, Catherine a répondu dans la majorité à la question et du coup, j'ai fait un petit complément. Ok, OK.
Ok, Ouais. il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole. Il me semble que c'est Elliot. Oui. Nous commençons à arriver à 5 minutes. Il y a encore une autre question que je vais répondre par écrit, mais je te laisse prendre la parole, Elliot. Alors, surtout, du coup, Marco, moi, je considère n'hésite pas donc à donner toutes nos coordonnées mail à toute l'équipe, là, en fait, hein, Ok. que ce soit Camilla, puisque donc, regardez, vous avez 3 représentants intéressants de la boîte. Vous avez Camilla qui s'occupe de la partie RH, vous avez Pauline qui est une jeune embauchée, voilà, avec laquelle vous allez pouvoir assez directement lui poser des questions. Et puis, bah, vous avez moi qui, en fait, ai une idée sur l'orientation de l'entreprise, etc. Donc, faut pas hésiter, hein. On est, comme je dis, c'est une entreprise à taille humaine. Et l'idée, c'est que vous ayez une connexion facile et simple avec chacune d'entre nous, hein. Et moi, je fais pas exception, hein, au contraire. Donc, Marco, ne pas hésiter à donner nos coordonnées mail tout simplement à tous. Alors, Je n'hésiterai pas. Elliot, juste avant que tu prennes la parole, comme vous êtes encore connectés assez nombreux, n'hésitez pas, avant de partir, à laisser une petite note sur le sondage. A priori, normalement, on termine dans 4 minutes, mais on peut laisser encore ouvert la séance tant qu'il y a des gens ouais, connectés pendant un bon ouais, petit quart d'heure, je pense. n'hésitez pas. C'est aussi bien pour nous parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément hyper habitué à cet exercice. Voilà, on a essayé de le rendre un petit peu interactif, mais en même temps, j'espère que vous sentez aussi un petit peu notre enthousiasme, hein. C'est quand même un métier qu'on aime beaucoup, hein. Et voilà. Alors là, moi, je parle du nous, peut-être pour les plus seniors d'entre nous, mais je crois que Pauline y trouve un certain plaisir aussi. Voilà, mais elle vous Oui. le dira. Voilà. Ok. Elliot, on te redonne la parole. Tu es toujours là? Alors, Elliot. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez déjà? Très bien. Ouais, très bien. D'accord. Alors, en fait, j'ai vu que Pauline, dans son premier, comment dire, étude, elle a dû un peu aller sur un terrain qu'elle connaissait pas du tout, qu'elle maîtrisait pas, parce que c'était pas vraiment son sujet Ouais, d'expertise. ouais. Et est-ce que, par exemple, on va dire, si on a un sujet d'expertise qui est un peu à la mode, typiquement les big data et l'IA, j'en sais rien, est-ce que vous recrutez des gens spécialement pour travailler sur ces expertises précises, ou est-ce que vraiment au recrutement, c'est tous un peu comme Pauline, c'est-à-dire on va être un peu brinque-baller sur des missions qu'on connaît pas forcément, comme Alors, ça. brinque-baller, c'est un peu violent parce que c'est Peut-être pas pas ça brinque-baller, l'idée. mais Ouais, c'est pas ça l'idée. En fait, Elliot, c'est intéressant parce qu'il y a les 2. C'est-à-dire que vous avez été formés les uns les autres, voilà, sur des technos qui vous plaisent, et cetera. Donc forcément, ça serait bien que vous ayez des missions dessus parce que c'est important. Et Pauline, en fait, elle a fait de l'embarqué et elle est dans l'entité IoT. OK? Donc chez nous, il y a une entité IoT. Donc tout ce qui est objet connecté, et cetera. Donc là, elle est au bon endroit. Si ce n'est qu'on considère que les jeunes, il faut aussi que vous ayez une base plus large, en fait. Donc quand Pauline est arrivée, il y a eu cette mission qui s'est présentée, on s'est dit, c'est du cloud quand même, parce que pour faire de l'IoT, honnêtement, il faut quand même avoir quelques bases en termes de cloud. Donc c'est pas mal. Pour une jeune femme comme elle qui arrive, eh ben, on va la mettre là-dessus, elle va apprendre des choses, elle va apprendre méthodo, elle va voir des clients de près, donc il y a déjà ça par rapport au métier du conseil. Et puis en termes d'expertise, de toute façon, ça va lui servir. Et ça, Elliot, c'est un truc qu'il va falloir que vous gériez tout au long de votre carrière, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont vous plaire et vous allez voir qu'en même temps, ça va pas arrêter de changer. C'est-à-dire qu'il va pas falloir à l'âge que vous avez vous enfermer dans un sujet parce que dans 10 ans déjà, le big data, ça sera plus à la mode, l'intelligence artificielle. Alors, pour la petite histoire, moi, donc, je suis sortie en 86, hein, et il y avait déjà de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai une copine de promo, elle était vraiment formée à l'intelligence artificielle à l'époque, hein. Donc, je dis ça en rigolant, c'est-à-dire que c'est le même titre, mais le contenu va totalement évoluer. Donc, il faut vraiment garder les 2 choses. C'est-à-dire, si vous faites ça aujourd'hui, du big data, etc., c'est que c'est passionnant et que ça vous passionne. Donc, vous avez bien raison de faire des trucs qui vous intéressent. Et en même temps, ne pas perdre de vue qu'il vous faut une base plus large pour pouvoir progresser dans le temps. Donc, moi, j'irais 50-50. Voilà, c'est comme sur un bateau. Moi, il y a 50% pour le bateau et 50% pour le mousse ou pour le marin. Donc, voilà. Moi, je dirais les 2. Et donc, chez nous, effectivement, dans l'entité cloud et infra, il y a une amorce. C'est une amorce aujourd'hui, hein, je suis honnête, mais sur la partie data. Et je pense que l'année prochaine, on sera vraiment sur le sujet. d'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, il y avait d'autres questions après Elliot, je crois encore. Non, sur les chats des questions-réponses, je ne vois pas. Après, si quelqu'un veut prendre la parole, voilà, il y avait des questions par rapport au bureau, au télétravail, j'ai répondu. Voilà, si vous avez encore... N'hésitez pas quand même.
Ouais, puis à être sympa, nous dire si c'était sympa la façon dont on, parce que comme on dit, je pense qu'on l'a fait aussi beaucoup avec nos trips, hein, au-delà du fait que c'était quand même une mission concrète, etc., que Pauline a présentée. Mais j'espère justement que cette interactivité, voilà, qu'on a un peu dépassé les slides et qu'on a aussi pu vous communiquer ce qu'on aimait bien dans ce métier-là. Donc n'hésitez pas aussi à nous le dire si le format était quand même sympa pour vous. Ouais, pour le coup, si je le fais pas très souvent, mais si vous voulez vous rendre sur le sondage, ça me permettra, déjà de récolter vos réponses là, pour l'instant, vous n'êtes pas très, très nombreux à le faire, et ça permettra aussi de passer il y a trois parties, la note que vous donnez, ce qui vous a attiré la connexion, enfin, le fait de vous connecter à cette, conférence, et puis quelles sont vos formations. Ça nous permet aussi de savoir qui participe à nos événements. Donc, si vous avez 2 minutes, voilà, je vois que certains commencent à le faire. Ça permettra, pour certains de continuer à peut-être à poser des questions, et moi de récolter des réponses avant de clore cette séance. Voilà. En tous les cas, on est à votre disposition. On vous remercie aussi de nous avoir donné ce temps de parole. Comme je dis, beaucoup d'enthousiastes aussi à échanger avec vous. Vraiment, on est, voilà, n'hésitez pas comment dire, à nous interpeller, même avec des questions diverses et variées, hein. Il y a pas de tabou, hein. Au pire, on répond avec enthousiasme ou avec énergie, mais il y a aucun tabou. Et puis aussi, vous souhaitez bon courage parce que je sais que là, pour le coup, c'est une période aussi un petit peu plus spéciale pour vous. Bon, forcément, il y aura un bout du tunnel, hein, mais voilà, vous souhaitez bon courage aussi dans cette période un peu particulière. Et malgré tout, de bien profiter de cette école qui va bien vous former, vous donner plein de possibilités par la suite, comme moi j'ai pu en bénéficier. On voit quelques retours là via la conversation. Merci beaucoup à vous tous pour Ouais, un grand merci. retours. C'est quand on est en fully remote, c'est parfois difficile de prendre les ressentis des gens. Donc, on vous remercie de dire ce que vous avez pensé. Et comme Catherine disait, n'hésitez pas, vous pouvez nous connecter par email, vous pouvez Vraiment, nous ajouter faites-le. sur LinkedIn si vous avez des questions plus larges sur les métiers. Absolument. Carrières. Connecter LinkedIn, c'est aussi une excellente façon de faire, quitte à basculer après dans le mail, hein. Donc la boîte, c'est Navigacom. Vous avez Camilla Markim qui fait la partie RH, Pauline Bouton et puis donc Catherine Lucas, moi-même. Donc n'hésitez pas. Comme ça, voilà, c'est une bonne illustration du début de réseau. Alors, Ouais. je propose qu'on s'arrête ici, puisque je OK, ne vois plus de questions. OK, J'enverrai à toutes les personnes qui se sont inscrites vos coordonnées, et avec grand plaisir. nous nous retrouverons très bientôt, je pense, en virtuel ou en présentiel, à l'école. Avec grand plaisir. Bon courage à vous tous. Merci encore, à très Merci à bientôt. toutes et à tous. Bon après-midi. Bonne journée, au revoir. Au revoir.